Bien, bonjour les élèves de terminale STMG. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de notre grand C qui s'intitulait Un monde plus complexe et plus dangereux depuis 20 ans, point d'interrogation. Donc on s'interroge sur cette affirmation. Est-ce que finalement, depuis 20 ans, depuis la chute de l'URSS et surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001, est-ce que le monde est devenu plus complexe et plus dangereux? Je vous avais laissé dans un petit 2 sur l'émergence de nouveaux acteurs internationaux, hein, à savoir le Brésil, l'Union européenne, la Russie et surtout la Chine, qui viennent concurrencer les États-Unis et qui amènent à davantage de multilatéralisme, et qui fait que la puissance américaine est moins hégémonique. Et puis également, en dehors des États qui viennent concurrencer les États-Unis, des firmes transnationales comme les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, qui sont de plus en plus puissantes et qui pèsent de plus en plus en fait sur les enjeux internationaux. Ce qui contribue donc à rendre ce monde aussi plus complexe qu'il n'était pendant la guerre froide ou bien au moment de la chute de l'URSS où la puissance américaine étaient tellement hégémoniques qu'on les surnommait les gendarmes du monde. Donc là, nous allons voir dans un petit 3 des dangers mondiaux, point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme danger au niveau mondial? Eh bien, des dangers qui pourraient toucher toute la planète et dont on parle beaucoup aujourd'hui. Eh bien, il y a par exemple les risques climatiques. Vous savez que la Terre connaît de profonds changements climatiques et de rapides changements climatiques. Ces risques climatiques, notamment, c'est le réchauffement climatique va aggraver dans certaines régions du monde des risques de sécheresse, ou bien dans d'autres régions du monde des risques d'inondation, en déréglant complètement le climat et donc en provoquant par exemple des migrations internationales multiples et variées, de plus en plus importantes, qui pèseraient sur les frontières des pays du Nord, ou bien des tensions très fortes au niveau des ressources, parce que s'il fait de plus en plus chaud, par exemple, une ressource qui va être de plus en plus indispensable et de plus en plus en conflit, c'est par exemple l'eau. Et par exemple, prochainement, le Soudan doit inaugurer, ou du moins remplir un nouveau barrage sur le Nil. Et pour l'Égypte, c'est un casus belli, c'est-à-dire un cas de guerre, hein, clairement, parce que l'Égypte tire 90% de son eau du Nil. Or, le Soudan est en amont de l'Égypte, c'est-à-dire vers la source du Nil. Si le Soudan capte une partie du Nil et fait baisser le débit du Nil en Égypte, clairement, les Égyptiens vont menacer le Soudan de représailles parce que pour eux, ça va paraître inadmissible que leur population soit assoiffée. Donc, vous voyez, conséquence de ces changements climatiques, les tensions entre les États risquent d'être de plus en plus importantes. Les tensions entre les populations au sein même d'un État vont être de plus en plus importantes. J'ai l'exemple en Afrique, suite à des sécheresses multiples, dans un pays comme le Malawi, un pays d'Afrique australe, du sud de l'Afrique, eh bien, il y a eu de nombreuses migrations internes de populations, c'est-à-dire des populations qui quittaient leurs terres qui étaient devenues infertiles du fait de la sécheresse, pour s'agglutiner dans des zones où vivaient déjà d'autres populations du Malawi. Et du coup, on se trouve avec des surcroîts de population, des concurrences pour la terre et donc des tensions au sein même d'États. Autre danger mondial qui frappe la planète, et nous sommes en plein dedans, les pandémies. Alors, nous connaissons aujourd'hui le Covid. Dans le passé, vous savez qu'on a eu d'autres pandémies, comme par exemple la peste ou le choléra. Eh bien, ces pandémies, on l'a vu, peuvent très facilement menacer l'économie et les équilibres de la planète, peuvent entraîner un renforcement des protections à la frontière des pays, un repli sur soi-même qui peuvent être à l'origine de sources de tensions, encore une fois, entre les États. Donc le monde d'aujourd'hui, finalement, il est confronté à des défis qui ne pourront être affrontés qu'à l'échelle mondiale. On le voit bien pour la pandémie, on le voit bien pour le changement climatique avec les COP, hein, la COP 21, les conférences sur le climat,
On ne peut régler ces problèmes qu'à l'échelle mondiale. La France tout seul ne réglera pas la pandémie mondiale du Covid. On l'a bien vu hein, d'ailleurs, hein, les territoires sont interconnectés. Hein. Vous savez bien qu'on manquait de masques au début de la pandémie parce qu'ils étaient fabriqués en Chine. On sait que cette pandémie est venue de Chine par les échanges de personnes. Euh, on sait qu'aujourd'hui on utilise des vaccins, on parle d'AstraZeneca, on parle de Sputnik, donc des vaccins russes, des vaccins anglais, des vaccins américains. Donc les problèmes ne peuvent être, et c'est encore plus valable évidemment pour le climat, ne peuvent être réglés que par une coopération internationale avec une collaboration de tous les acteurs internationaux, que ce soit les acteurs étatiques, les entreprises internationales, les FTN, les organisations non gouvernementales, les organisations supranationales comme l'Union européenne. Donc il faut une collaboration à l'échelle mondiale. Alors évidemment, vous allez me dire, depuis 70 ans, hein, aucune troisième guerre mondiale n'a eu lieu. Mais pour autant, faut pas rêver, hein, la violence de la guerre, et on va le voir, n'a pas disparu du globe. Euh, Dans le monde post-11 septembre, hein, dans le monde qui s'est ouvert depuis une vingtaine d'années, le terrorisme, surtout islamiste, mais pas seulement, a frappé de nombreux pays, et même en Europe. Hein, il suffit de penser à la France en 2015 avec les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, du Stade de France. Mais l'essentiel de ces violences touche des populations vivant dans une zone qui s'étend de l'Afrique centrale à l'Asie du Sud, zone qui apparaît dans la légende comme une zone de haute tension. On parle de l'arc des crises. Et dans cette zone, on trouve de très nombreuses guerres civiles. Je peux penser par exemple à la Somalie, à la région des Grands Lacs en Afrique, au Darfour au Soudan, en Syrie, en Palestine. Finalement, c'est presque une guerre civile entre Israéliens et Palestiniens, en Afghanistan. Donc on trouve de très nombreuses guerres civiles. On trouve des conflits importants, hein, que ce soit des conflits civils ou des conflits interétatiques, par exemple dans le Caucase entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan récemment. Il y a des risques d'affrontements majeurs dans cette zone d'arc des crises, notamment en Iran. Hein. L'Iran est considéré par les ennemis comme leur ennemi, et l'Iran dans la région du Moyen-Orient, qui est un État chiite musulman, est en grande hostilité avec l'État sunnite musulman qu'est l'Arabie saoudite. Tout cela sur fond de pétrole, de contrôle de zones géostratégiques et de jeux d'influence politique, religieux au sein d'une région hautement stratégique, de par le fait qu'elle détient des lieux stratégiques comme par exemple le canal de Suez, dont on a beaucoup parlé en ce moment avec l'Evergreen, ce bateau qui bloque le canal de Suez et qui bloque le commerce mondial. Heureusement, il vient d'être libéré aujourd'hui. Et vous avez également une zone d'affrontement majeur et de risque d'affrontement majeur à la frontière indo-pakistanaise qui s'appelle le Cachemire. Hein. Le Cachemire, c'est pas que la laine de cette chèvre avec lequel on peut faire de jolis pulls comme ici présent votre professeur. C'est doux le Cachemire, c'est beau, ça coûte cher. Mais c'est aussi une zone disputée entre le Pakistan et l'Inde qui la revendiquent tous les deux. Problème, l'Inde comme le Pakistan sont des puissances nucléaires. L'Inde est un État musulman, non, l'Inde est un État à majorité, très forte majorité hindoue et avec un nationalisme hindou de plus en plus fort. Le Pakistan, le pays des hommes purs, est un pays musulman avec beaucoup d'intégristes musulmans. Hein. C'est de là d'où sont nés, d'où sont partis le mouvement des talibans qui ont fait la conquête de l'Afghanistan en, en 1996. Donc ce sont des fortes zones de conflit qui se trouvent également dans l'arc des crises. Euh, En dehors de l'arc des crises, on a un pays comme la Corée du Nord qui, de par son régime communisme d'un autre temps et surtout du fait que il mène une politique un peu comment dire, de démonstration de force et notamment de sa puissance nucléaire, notamment vis-à-vis de la Corée du Sud, qui est un allié des États-Unis, c'est une source de tension. Donc on voit qu'il y a quand même de très fortes zones de tension dans le monde et que sont souvent malheureusement ben, les populations civiles qui en souffrent. Hein. Je pense notamment en Afrique, hein, en Somalie, au Soudan,
en République démocratique du Congo, mais aussi en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Et c'est pas un hasard si la plupart des migrants dans le monde, du moins en Europe, viennent de ces régions. En ce moment, à Limoges, il y a beaucoup de migrants afghans, syriens, euh, mais aussi d'Afrique noire, de zones victimes du terrorisme ou de l'extrême pauvreté. Donc, pour conclure, même si la croissance économique mondiale s'est poursuivie hein, depuis une vingtaine d'années, hein, favorisant la hausse générale du niveau de vie de quelques milliards de personnes, le monde en 2020, globalement, on peut dire qu'il est plus complexe que celui de 1991, hein, qui était relativement simple, hein. Il y avait un monde, en gros, bipolaire, avec une tentative d'émergence d'une troisième voie, les pays non alignés qu'on appelait le tiers-monde, qui avait plus ou moins échoué. Et dorénavant, on a un monde beaucoup plus complexe, multipolaire, avec des puissances concurrentes, des acteurs interétatiques ou supranationaux comme le terrorisme ou comme les firmes transnationales qui renforcent cette complexité. Et on peut dire que l'avenir finalement du monde, il est très incertain. On ne sait pas ce que ça va devenir, notamment si on pense au changement climatique et aux pandémies. Aujourd'hui, on a le Covid-19. Demain, qu'est-ce qu'on aura? Peut-être qu'on aura un virus qui tuera 50% de la population. On ne sait pas. Donc, ce monde multipolaire est difficile à comprendre, il est difficile à réguler. Il est marqué par des problèmes importants, hein, les inégalités entre les riches et les pauvres, la dégradation de l'environnement, un monde de plus en plus pollué. Il suffit de penser au continent plastique, le terrorisme, qui ne pourront être gérés qu'au moyen d'une plus grande coopération internationale. C'est un premier pas hein, pour le climat, hein, les COP sur le climat, hein, les conventions internationales sur le climat pour tenter de trouver des solutions communes. C'est un exemple de coopération internationale. L'ONU est un autre exemple de coopération internationale. Il faut qu'il y ait une solidarité des pays entre eux dans le monde pour réussir à régler ces grands problèmes mondiaux. Bien, on enchaîne. Grand 4 sur la construction européenne. Donc dans la période qui nous intéresse, dans le monde d'après 1945, est née cette idée, s'est concrétisée cette idée de construire une union d'États au sein de l'Europe. Donc on va voir les causes et les origines. Pour cela, vous devrez répondre à des questions à partir des documents. Quand vous avez des questions marquées d'un astérix, comme par exemple la 3 ici, elle ne porte pas sur les documents. Là, je vous interroge sur vous donnez votre avis, comme je vous aurais demandé de donner votre avis à l'oral. Donc, pour le prochain cours, je vous demande juste de répondre à ces deux questions. En quelle année fut fondée la Communauté économique européenne? Et petit 2, quels en furent les 6 pays fondateurs? Soulignez les deux plus importants et justifiez votre choix. Pour cela, vous vous aidez de ce document et de ce document. Voilà tout ce que je vous demande de faire pour le prochain cours. Voilà, sur ce, les terminales. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve bientôt. Sayonara.